Bonjour tout le monde. Donc, si vous voulez bien, on va débuter. Écoutez, je suis très heureuse de vous accueillir à la dernière activité de l'année, donc de la chaire de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de blocs. Donc, ce soir et cette année particulièrement, je suis très contente. On accueille donc Bianca Lessard, qui est une jeune avocate, qui va nous entretenir sur la galerie 0X et non OX. Donc, je l'ai écrit pour ne pas me tromper. Tu pourras nous dire qu'est-ce que ça signifie dans quelques minutes. Donc, où l'art et le droit s'allient pour un meilleur accès à la justice pour les artistes. Donc, Bianca va nous entretenir de la notion d'NFT, de crypto-art, qui sont des sujets extrêmement chauds actuellement dans l'actualité et des éléments de cette nouvelle crypto-économie. L'objectif, c'est de créer de la valeur. Donc, pourquoi Bianca? Je pense que Bianca est extrêmement bien placée pour nous entretenir de cette question parce qu'elle est à la fois galeriste ou conservatrice d'art cryptographique, en plus d'être juriste. Donc, elle est avocate en technologie émergente chez Renault et compagnie. Donc, Maître Lessard, elle a brièvement exercé en France avant de s'établir à Montréal. Elle a étudié à la fois en France et au Canada. Donc, dans le cadre de sa maîtrise en droit sur les nouvelles technologies que j'ai eu le plaisir de diriger, à tout le moins son mémoire. Donc, elle a travaillé sur les implications potentielles de la chaîne de blocs sur l'authentification de l'art. Donc, je pense que c'est son intérêt pour ce domaine qui l'a amené à ouvrir la première galerie d'art crypto au Canada, à Montréal. Donc, 0X Société, qui est une organisation à but non lucratif, et Bianca y est responsable des opérations visant à responsabiliser les artistes locaux et internationaux. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Bianca. OK. Donc, merci à tout le monde d'être là ce soir en si grand nombre quand même, malgré la nouvelle vague de COVID qui nous fait tous peur. Donc, je vais sans plus tarder commencer ma présentation. Voilà. Donc, comme Charlène l'a si bien indiqué, je vais vous parler de NFT et d'art crypto et tout ce que ça peut amener comme risque, comme enjeu au niveau non seulement légal, mais dans tout plein d'autres industries. Pour commencer, peut-être, l'œuvre que vous voyez à l'écran, c'est une œuvre d'un artiste qui s'appelle Joss, J-O-S. Et puis, elle a été créée pour une de nos expositions qui est présentement, qui peut être vue à notre galerie à Montréal présentement. Donc, si vous passez par là, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour la voir sur un grand écran. Et elle est également disponible à l'achat en tant que NFT. Donc, je pense que ça ne marche pas. Non, ça ne bouge pas. Ah, attends. Ah, OK, je ne sais pas ce qui est arrivé. Bon, petit problème technique. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler surtout de la chaîne de blocs, mais aussi des NFT au niveau technologique, mais comment on peut faire un lien avec le marché de l'art et puis comment ça peut avoir des bénéfices pour les artistes. Donc, je vais faire cette application-là au marché de l'art, puis je vais terminer avec les risques et les enjeux. Donc, certainement, c'est une présentation qui se veut vraiment de base. Donc, je ne vais pas aller dans toutes les technicités, tous les détails de la technologie de chaîne de blocs ni des NFT, puisqu'on pourra encore être là l'année prochaine. Mais c'est vraiment plus pour donner une base à tout le monde, puis une bonne idée de ce que ça représente, puis comment on peut faire les liens avec le marché de l'art. Mais par contre, si vous avez des questions plus poussées ou spécifiques, ça va me faire plaisir d'y répondre à la fin ou par courriel éventuellement. Voilà, donc pour vous donner une petite idée, les NFT, le volume de vente de NFT en 2020 était de 82 millions de dollars. En l'espace d'un an, donc en 2021, le volume était de 17 milliards. Donc, c'est quand même une énorme différence. Déjà, je dois préciser qu'il y a plusieurs rapports qui sont sortis dans les derniers mois. Il y en a qui établissent à 37 milliards, 40 milliards le volume. Tout ça dépend d'énormément de facteurs, des informations qui sont disponibles.
mais aussi, moi, j'ai choisi le rapport le plus, je dirais, conservateur et aussi un rapport qui prenait en compte certains de ces facteurs-là qui annulent certaines ventes. Donc, il y a des ventes qui sont faites selon, c'est des fraudes ou, par exemple, c'est des gens qui se revendent à eux-mêmes le même NFT, mais plus cher pour augmenter la valeur. Donc, eux, ils ont fait attention de ne pas inclure ces ventes-là, alors c'est pour ça que le montant est plus bas. Malgré tout, c'est un montant qui est très élevé, déjà après seulement 1 an d'activité, pas seulement 1 an, mais 1 an de popularité, je dirais de mainstream, si je peux me permettre. Donc, on a un très gros volume qui se passe, beaucoup de choses qui se passent. Mais c'est quoi la chaîne de blocs? La chaîne de blocs, c'est la technologie qui permet aux NFT d'exister. Elle provient surtout des bitcoins. Donc, souvent, les gens accordent une mauvaise réputation au Bitcoin, mais c'est grâce à ça qu'on a la chaîne de blocs aujourd'hui. Donc, en 2008, Satoshi Nakamoto, qui est personne encore inconnue à ce jour, a publié l'ouvrage Bitcoin et Peer-to-Peer Electronic Cash System. Donc, la blockchain, la chaîne de blocs, c'est une base de données qui est distribuée, décentralisée et sécurisée. Donc, elle a plusieurs caractéristiques. Je vais faire le tour très rapidement puisqu'on n'est pas là pour parler de ça nécessairement. Mais en soi, c'est une technologie qui est en pair à pair, ce qui veut dire qu'on peut faire des transactions sans le besoin d'une tierce partie. Elle est transparente, donc on peut aller voir chaque transaction qui s'est passée depuis le tout début de la chaîne de blocs. Elle est immuable, ce qui veut dire que chaque fois qu'on entre une transaction sur la chaîne de blocs, on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas la modifier. C'est rapide, c'est moins coûteux que les banques puisque, effectivement, on n'a pas besoin de tierce partie. C'est basé sur un consensus. Donc là, ça tombe un peu justement dans les technicités, mais la chaîne de blocs, elle est distribuée sur plusieurs ordinateurs à travers le monde et tous ces ordinateurs-là doivent être d'accord sur chaque chose qui se passe, sur les transactions. Donc, une fois que les ordinateurs donnent leur consensus, une transaction peut être validée et intégrée à la chaîne de blocs. Finalement, non pas finalement, presque. Elle est internationale, donc il n'y a pas de limite de juridiction. Elle est accessible à tout le monde à travers la planète. Mis à part certaines restrictions, bien entendu, il faut faire attention si on est dans un pays où est-ce que c'est interdit, par exemple. Et finalement, elle est chronologique et horodatée, ce qui signifie que chaque transaction est liée une après l'autre de façon chronologique. Et donc, à chaque fois qu'on entre une transaction, elle est datée, puis ainsi de suite. Donc, ça fait le tour très rapidement. Je vous dis d'avance, c'est très rapide, il y en aurait beaucoup plus à dire, mais je pense que ça nous donne une bonne base pour poursuivre. Alors, on tombe dans ce qui est intéressant aujourd'hui, des concepts de fongibilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de fongible? C'est quelque chose qui a, c'est une propriété, premièrement, d'un actif dont les unités individuelles peuvent être interchangées. On peut les remplacer les unes par les autres, puis chaque partie est indiscernable l'une de l'autre. Un bon exemple serait de l'or au R et non pas ART, de tous les métaux précieux, l'argent, les crypto-monnaies. Par exemple, si je donne 20 $ à Maître Bouchard, ça ne me dérange pas qu'elle me retourne 2 $, 4, 5 $ ou un autre 20 $. Ça n'a pas d'importance pour moi lequel on me remet, puisque ça vaut 20 $ de toute façon. Donc, c'est une bonne façon de le concrétiser. Sinon, non fongible. Donc, le contraire de fongible, c'est quelque chose dont les unités ne sont pas interchangeables. Donc, vraiment, c'est le contraire. Les caractéristiques sont uniques, ce qui fait que c'est non fongible. Des bons exemples, ce serait mon exemple préféré, c'est l'être humain. L'être humain est quelque chose de non fongible puisqu'on a tout un DNA qui nous rend unique. Puis, on ne peut pas être interchangés les uns pour les autres. Même si deux personnes se ressemblent, même si deux jumeaux se ressemblent physiquement, ce n'est pas la même personne à la base. Donc, ça, c'est un des très bons exemples pour comprendre qu'est-ce que c'est un NFT. Sinon, on peut penser à des œuvres d'art, c'est la même chose. Si j'ai 2 tableaux de Riopelle qui sont similaires, mais qu'il y en a un, par exemple, si je regarde
Si je regarde les papiers d'authenticité, l'évaluation de l'expert, on voit qu'il s'est retrouvé dans un feu il y a quelques années, il a été restauré. Mais peut-être que ça va affecter la valeur de l'œuvre. Et puis, c'est une des raisons pourquoi ils n'auront pas la même valeur. Donc, ça fait de l'art quelque chose de non fongible. Finalement, un dernier exemple, si vous n'avez pas encore compris, mais je pense que tout le monde a compris, ça serait des billets de spectacle. Donc, par exemple, je vais voir une partie de hockey au Centre Bell, j'achète des billets juste derrière la glace, la première rangée. Bien, effectivement, ça n'aura pas la même valeur que des billets qui sont tout en haut dans la fosse. Je ne vais pas, en arrivant au Centre Bell, si quelqu'un vient me dire « Veux-tu échanger ton billet avec moi? » je ne vais pas dire oui. C'est sûr que je vais refuser puisque moi, je veux être en avant. Donc, ça, c'est un autre exemple. Et bien sûr, on a les NFT qui sont non fongibles. Et c'est là qu'on en arrive à la définition d'un NFT. Donc, il y a plusieurs définitions qui circulent en ce moment. Quelle est la bonne? Ils sont peut-être toutes bonnes, ils sont peut-être toutes mauvaises. C'est encore en développement. C'est difficile de dire qu'est-ce qu'un NFT puisque c'est en train d'être créé. Ça change à chaque jour également. Mais concrètement, sur la blockchain Ethereum, c'est un identifiant numérique unique qui ne peut pas être copié, substitué ou divisé. Donc, comme on vient de dire, ça a les caractéristiques de quelque chose qui est non fongible. Puis, en ce moment, donc c'est ça qui est important, sur la chaîne de bloc Ethereum, puis si on parle d'art crypto, ça va être utilisé pour représenter le certificat de propriété sur un actif digital. Donc, ça ne représente rien d'autre qu'un droit de propriété sur le jeton, donc le NFT en soi. Mis à part ça, on n'obtient aucun droit. Puis je vais revenir là-dessus plus tard. Mais pour l'instant, je vous présente quelques caractéristiques des NFT. Donc d'abord, on l'a déjà dit, ils sont uniques, immuables, ce qui veut dire qu'une fois que je ne veux pas utiliser le mot en anglais, mais je n'ai toujours pas trouvé de définition en français, mais une fois que je mint, donc je télécharge ou je crée un NFT, disons, je ne peux pas le supprimer, on ne peut pas le modifier, puis on ne peut pas l'altérer de quelque façon que ce soit. Donc, ça, c'est une caractéristique qui est très importante et qui a beaucoup d'enjeux que je vais vous parler plus tard. Finalement, c'est aussi programmable, ce qui veut dire, par exemple, que je pourrais avoir un contrat intelligent dans le NFT qui va me dire à tel moment de l'année, je veux que le NFT présente ça. Donc, il y a plusieurs exemples en ce moment. Par exemple, on va avoir l'image d'un arbre, puis à l'automne, l'arbre va commencer à perdre ses feuilles. À l'hiver, il n'y aura plus de feuilles. Puis à l'automne, il va commencer à fleurir. Ça, c'est la technologie des NFT, des contrôles intelligents, qui nous permettent de programmer toutes ces informations-là dans les NFT pour qu'ils deviennent interactifs puis qui varient au sens du temps, puisque les contrats intelligents sont basés sur une règle qui dit que si telle chose arrive, alors telle chose arrivera. Donc, on est capable de dire si c'est le 21 septembre, il faut que les feuilles commencent à tomber. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant avec les NFT. L'exemple que je viens de vous donner, c'est dans l'art, mais on peut appliquer à toutes les industries très facilement. Puis, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Donc, c'est aussi sécuritaire, on en a parlé. Il n'y a personne qui peut venir faire des modifications. Personne. Il faut faire très attention. Il y a beaucoup de fraudes, puis c'est possible qu'il y ait des fraudes, mais ça reste très sécuritaire. Puis finalement, c'est traçable. Donc, si quelqu'un achète un NFT aujourd'hui, on va avoir la provenance à partir d'aujourd'hui. En fait, on va avoir la provenance à partir du moment où le NFT est créé. Donc, à partir de ce moment-là, la chaîne de provenance débute. Puis à chaque fois qu'il y a un achat, ça va être enregistré sur la chaîne de blocs, donc on va le voir. Ce qui nous permet d'avoir une chaîne de provenance exacte et parfaite, ce qui n'est pas toujours possible dans le marché de l'art traditionnel. Souvent, on a des trous, puis ça peut vraiment venir influer sur la valeur de l'œuvre. Donc ici, on vient garantir la chaîne de provenance. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Parce que j'ai maintenant terminé ma définition des jetons non fongibles. Ça va? Parfait. Donc, je tombe dans une petite histoire des NFT, brève, puisque j'ai choisi les 6 éléments que moi, je trouve qui ont fait une différence, mais pour d'autres personnes, c'est peut-être différent. Puis il y a des centaines d'événements qui se sont produits dans les
10 dernières années. Donc, c'est très dur de faire un historique complet. Donc, en 2012, on a eu les Colored Coins, qui étaient un peu le concept des NFT. Alors, ce n'était pas vraiment des NFT puisque ça n'existait pas encore, mais les gens ont essayé d'attribuer des valeurs ou des actifs à des petites unités de Bitcoin. Donc, on prenait un Bitcoin, puis on mettait un certificat, puis on disait ça équivaut à telle vidéo. Mais ce n'était pas vraiment connecté, puis la chaîne de blocs n'était pas assez développée pour permettre toutes ces transactions-là liées ensemble. C'est juste un concept, une idée qu'on essayait, qu'on poussait vers là, mais c'était juste un concept. Vient l'année 2017, où est-ce que les CryptoKitties ont été lancés par un groupe canadien d'ailleurs. Puis CryptoKitties, pour moi, c'est un moment très important puisque c'est ce groupe-là qui a écrit la norme ERC 721. C'est cette norme-là qui est responsable de l'existence des NFT comme on les connaît aujourd'hui. Bien sûr, il y a des NFT sur d'autres chaînes de blocs, mais sur la chaîne de blocs Ethereum, c'est cette norme-là qui est utilisée. Puis c'est aussi la chaîne de blocs la plus populaire pour les NFT en ce moment. Par contre, je dis ça avec un grain de sel parce que ça risque de changer. Les choses changent à chaque jour, il y a beaucoup de développement. Et puis, il y a des chaînes de blocs qui commencent à être très, très populaires. Donc, CryptoKitties, c'était un jeu justement où est-ce que tu pouvais prendre un petit chat, le mettre avec un autre petit chat, puis ça faisait un autre petit chat. Donc, c'était vraiment très ludique pour montrer aux gens un peu le concept des NFT puis leur faire comprendre l'utilité. Très ludique, mais quand même, il y en a qui se sont vendus pour des centaines de milliers de dollars, 180 000 et plus, donc quand même pas si mal. La même année, on a eu les CryptoPunks qui ont, cette année-là, peut-être pas fait autant de bruit puisqu'ils étaient gratuits puis ils étaient donnés à n'importe qui les voulait. Donc, ils sont rapidement partis, mais n'ont pas monté en valeur nécessairement jusque dans la dernière année. Comme vous l'avez sans doute entendu, ça s'est vendu pour des millions de dollars. Pas les 10 000. Donc, chaque NFT pouvait se vendre jusqu'à 8 millions. Ils ne se sont pas tous vendus pour 8 millions, mais il y en a quelques-uns qui se sont vendus jusqu'à 8 millions. Par contre, CryptoPunks, je vais en parler plus tard aussi, il y a eu plusieurs problèmes, notamment que les fondateurs avaient créé une première version et avaient fait une erreur dans le code, dans le contre-intelligent. Donc, malheureusement, ils ont tout effacé, mais puisque, comme je vous ai dit tantôt, c'est impossible d'effacer, ils n'ont pas vraiment effacé. Ils ont juste caché dans la chaîne de blocs, puis ils ont donné un nouveau NFT aux propriétaires. Donc là, il y avait 2 versions. Je vous expliquerai tantôt qu'est-ce qui est arrivé avec ce petit problème. Donc, ensuite, en 2019, on a eu NBA Top Shot. Donc, bien entendu, la NBA, vous connaissez tous, qui a décidé de commencer à vendre des moments vidéo de ses joueurs en tant que NFT. Donc, ça a très bien fonctionné puisque ça reprend un concept qu'on connaît très bien, donc les cartes à collectionner, les cartes de sport, les cartes de joueurs. Donc, c'était encore plus interactif, puis ça fonctionnait très bien. Puis d'ailleurs, c'est sur une plateforme où est-ce que tu peux seulement acheter des NFT de la NBA de Top Shot. Ensuite, donc, ces 4 éléments-là que je viens de vous présenter, pour moi, c'est la période avant Beeple. Tout ce qui se passait en 2012 et 2021 était très peu entendu, les gens n'en parlaient pas vraiment, on ne savait pas trop c'était quoi, ça n'avait pas beaucoup d'importance, ça ne se vendait pas si bien que ça non plus. Mais en mars 2021, donc il y a environ 1 an, Beeple a été approché par la maison d'enchères Christie's pour vendre une de ses œuvres. Ce qui était d'ailleurs la première fois. Il n'y a jamais un NFT qui avait été vendu auprès d'une maison d'enchères. Et finalement, après quelques semaines d'enchères, l'œuvre s'est vendue pour 69,3 millions de dollars. C'est encore une première. C'était le NFT le plus cher au monde à ce moment-là. Et Beeple est devenu le 3e artiste le plus dispendieux au monde, également ce jour-là. Donc, c'était un jour très historique. Je sais qu'on ne voit pas très bien, mais justement, c'est parce que c'est un collage de 5000 œuvres qu'il a fait, donc une par jour pendant 13 ans. Donc, beaucoup de monde se demande
voyons donc, 69 millions de dollars pour un œuvre digitale. C'est fou. Mais en même temps, c'est 13 ans de travail acharné à chaque jour, dessiner digitalement une nouvelle œuvre. Donc, pour certains, c'est là quelle est la valeur. C'est aussi le fait que c'est le premier NFT vendu par une maison d'enchères. Il y en a eu plusieurs après. Ça a été le premier de plusieurs, mais c'est quand même historique. C'est pour ça que je réfère à la période avant Beeple et après Beeple, puisque après ça, tout a déboulé. C'est d'ailleurs à ce moment-là que nous, on a eu l'idée d'ouvrir une galerie d'art crypto, puisque ça a comme réveillé quelque chose. On a vu que le marché était prêt et les gens étaient prêts. Puis ça légitimisait un peu tout ce monde-là. Donc, un mois plus tard, on a également eu la collection Bored Ape Yacht Club, qui étaient des petits singes, encore un peu à l'effigie de CryptoPunks. Donc, c'est 10 000 images générées automatiquement par un ordinateur qui sont toutes orientées vers la droite, vers la gauche. Puis, ils sont tous uniques également. Par contre, la différence entre les CryptoPunks et Bored Ape Yacht Club, c'est qu'on venait rajouter une couche d'utilité. Ce que ça veut dire, c'est que les propriétaires d'un singe avaient accès à des événements privés, par exemple, ou des vêtements. Ils recevaient des vêtements chez eux, ils recevaient plein de cadeaux ajoutés, puis une communauté. Donc ça, c'est très important dans le monde des NFT. Les gens accordent beaucoup d'importance à l'aspect de communauté. Bored Ape Yacht Club, aujourd'hui, est une compagnie en expansion. Ils viennent d'acheter justement CryptoPunks. Ils ont acheté MeBits il y a environ 2 semaines. Et puis, ils ont décidé de donner tous les droits d'auteur aux collectionneurs. Donc, chaque personne qui possède un CryptoPunks, un MeBits ou un singe de Bored Ape Yacht Club possède maintenant tous les droits d'auteur sur son personnage, ce qui veut dire qu'ils peuvent aller faire un usage commercial. D'ailleurs, on a déjà eu des gens qui ont parti, par exemple, des fast-food à l'image de leur singe ou des cafés. Puis tout ça, c'est permis. Une décision stratégique, d'un côté pour l'entreprise, mais aussi pour les utilisateurs. Ça crée beaucoup moins de friction entre les deux. Puis ça vient augmenter l'aspect de communauté. Donc, oui, exact. Oui, exact. Donc, il y a une licence dans le contrat intelligent qui permet de release, de libérer les droits d'auteur. Donc, voilà, c'est en expansion à suivre. Ils sont également en train de construire leur propre metaverse qui va intégrer tous ces personnages-là, CryptoPunks, MeBits, les singes, puis tous les autres qui vont acquérir certainement. Donc, à suivre si ça vous intéresse. Donc, la question que vous devez tous vous poser, c'est comment ça fonctionne concrètement. Donc, j'en ai parlé un petit peu de chaque élément, mais pour le remettre en perspective, les NFT, en soi, c'est comme des contrats intelligents. Ils sont stockés sur la chaîne de blocs. Puis, dans chaque NFT, on va stocker des métadonnées. Ce qui veut dire qu'on ne stocke pas l'œuvre digitale ou l'actif digital. Donc, dans les métadonnées, c'est là qu'on souvent on perd des gens qui sont comme « non ». Donc, techniquement, dans les métadonnées, on a seulement un lien qui dirige vers l'actif digital, donc l'œuvre, la vidéo, peu importe. Alors, l'œuvre n'est pas là. Toum, toum, toum. Donc, c'est vraiment important de noter ça. Plusieurs personnes pensent que lorsqu'ils achètent un NFT, ça vient avec l'œuvre ou l'œuvre est attachée puis ils vont la recevoir. Mais non, techniquement, tu fais juste cliquer à droite puis l'enregistrer puis c'est à toi. Ce que tu possèdes vraiment, c'est le jeton qui dit que ça, c'est l'original puis que c'est la tienne. On va revenir là-dessus, mais très important de comprendre ça pour l'instant. Et puis, comment ça fonctionne? C'est chaque personne a une adresse et puis tu peux envoyer un NFT à une adresse ou il faut que tu l'envoies d'une adresse. Donc, il faut utiliser les adresses pour identifier les personnes. Et très important de comprendre que puisque les NFT sont uniques, seulement une personne peut en posséder un à la fois. Donc, ce n'est pas possible de partager des NFT ou d'avoir 2 propriétaires pour un NFT.
Par contre, encore une fois, je dis ça avec un grain de sel, puisqu'il y a des développements constants sur la chaîne de blocs, puis il y a déjà des chaînes de blocs qui permettent, par exemple, à 2 artistes d'être le propriétaire de l'œuvre, puis de la vendre à 2. Donc, déjà, ça commence la séparation, la fractionnalisation. Il y a aussi un NFT qui s'est vendu pour 91 millions de dollars il y a quelques semaines. Et il y a environ, je ne me rappelle plus, il y a des milliers de personnes qui la possèdent en même temps. Donc, ils ont toutes, par exemple, une fraction. Ils n'ont pas nécessairement le NFT, mais c'est une fraction. Mais, donc, à suivre. C'est en constante évolution. Alors, ça nous mène au fonctionnement au niveau plus artistique. Le meilleur exemple que j'aime donner, c'est si j'achetais cette magnifique œuvre de Picasso chez Sotheby's. Donc, je vais l'acheter en enchère, je gagne l'enchère, je repars. En fait, je pense qu'ils vont me la livrer. Elle arrive chez moi, je l'installe dans mon salon. Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a rien que je peux faire. Mon seul droit, c'est de l'avoir dans mon salon. Puis ça a toujours été comme ça. Je pourrais la revendre, je pourrais la céder à mes enfants, je pourrais l'assurer, mais mis à part ça, je n'ai pas le droit d'aller prendre l'œuvre, faire une photo en haute qualité, puis commencer à commercialiser comme à l'écran, vous voyez, la mettre sur des tasses ou la mettre sur des t-shirts ou peu importe. Je n'ai pas le droit de faire ça, puis on n'a jamais eu le droit, c'est jamais venu avec une œuvre, les droits d'auteur puis les droits de commercialisation. Donc, au niveau des NFT, c'est la même chose. Il n'y a pas de changement. Puis, c'est drôle que les gens pensent qu'avec un NFT vient un droit d'auteur, puisque ça n'a jamais été le cas avec l'art. Ça n'a jamais été inclus. Donc, il faut vraiment se dire que c'est la même chose que le marché de l'art traditionnel, puis il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Donc, pour faire un résumé, pour ceux qui sont plus visuels, alors on a les droits du collectionneur, donc la personne qui achète un NFT, comme je viens de vous le mentionner, aura seulement le droit de revendre, transférer, céder, faire un usage non commercial et aura un droit d'exposition privée. Pour ceux qui sont comme « Mais comment tu fais pour exposer des NFT dans ta galerie? » Eh bien, on a une licence avec chaque artiste, puis qui nous autorise à présenter, à exposer les œuvres. Donc, effectivement, il y a plusieurs NFT qui viennent avec des licences comme ça, qui vont permettre certains droits. Il y a des NFT qui permettent un usage commercial jusqu'à 100 000 $ maximum par année. Il y a toutes sortes de différentes licences. Donc, tout ce que je vous dis en ce moment, c'est la base. C'est ce qu'il faut considérer s'il n'y a aucune autre indication. Par contre, dès qu'on se met à lire les termes et conditions de chaque plateforme, ça change. Le contrat intelligent, ça va changer. Donc, il ne faut pas arriver sur une plateforme et dire « Ah, c'est ça qui s'applique ». C'est jamais pareil. Il faut faire très attention quand on achète un NFT pour vérifier qu'est-ce qu'on possède. Il faut faire attention aussi quand on vend un NFT de savoir qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on cède, parce que ça aussi, c'est important. Et puis, au niveau de l'artiste, bien entendu, on le dit, il va conserver son droit d'auteur. Il y a un droit de reproduction parce que c'est inclus dans le droit d'auteur. Ce que ça veut dire, c'est que l'artiste, lui, peut aller faire des tasses puis des t-shirts à l'effigie de son œuvre. Il peut même la vendre à quelqu'un d'autre, mais sous d'autres formes. Par exemple, il pourrait la vendre pour une publicité. Puis quelqu'un comme Samsung pourrait faire une publicité avec l'œuvre. Il n'aurait pas le droit de revendre un NFT sur une autre plateforme de cette œuvre-là. Donc, c'est ça, elle est là la différence. Par contre, comment on empêche ça? En ce moment, il n'y a aucune façon d'empêcher qu'un artiste mette une œuvre sur une plateforme, il la vend, il va ouvrir un compte sur une autre plateforme, puis il la vend. Puis moi, comment je fais pour vérifier ça? Il faut que je sois quand même un acheteur averti, il faut que j'aille faire mes vérifications sur chaque plateforme. Donc, c'est très important de faire ces vérifications avant de faire l'achat d'un NFT parce qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment de safeguards. Mais en même temps, encore une fois, c'est la même chose que sur le marché de l'art traditionnel. Si j'achète une œuvre, qu'est-ce qui me garantit à 100% que l'œuvre identique n'a pas été vendue à quelqu'un d'autre? C'est dur d'avoir confiance. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller dans une galerie ou dans une maison d'enchères pour assurer cette confiance-là. Alors aujourd'hui, notre confiance est remise dans la chaîne de blocs.
Est-ce qu'on veut faire confiance à la chaîne de blocs? Est-ce qu'on est capable? C'est une question pour le futur, puisque en ce moment, ça demeure difficile. Et enfin, l'artiste a aussi des droits de distribution. Donc, ça revient un peu au droit de reproduction. Il a le droit de distribuer l'œuvre, la présenter et puis de faire ce qu'il veut. C'est encore son œuvre à lui. Donc, vraiment, tout ce qu'on a, c'est une copie de l'original, puis on a le droit de la revendre. Puis, comme je l'indique en petite note en bas, sauf indication contraire, puisque ça peut vraiment changer à tous les jours. Donc, vous devez tous mijoter dans votre tête avec tout ce que je vous dis. Vous devez vous demander, c'est quoi l'intérêt alors? Pourquoi j'achèterais un NFT? Pourquoi j'investirais dans un NFT si, comme vous voyez en haut à droite, je peux juste aller sur le site de Bored Ape Yacht Club, choisir mon préféré, cliquer à droite, puis faire « Enregistrer sous ». C'est à moi. Je l'ai sur mon ordinateur. Je peux le mettre dans mon cadre numérique à la maison. Oui, vous pouvez tous faire ça ce soir. Vous pouvez tous aller sur le site de Bored Ape Yacht Club, enregistrer votre singe préféré, puis il est à vous. Mais il n'est pas vraiment à vous. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, vous pouvez aussi faire ça avec la Mona Lisa. Vous pouvez aller sur Google, enregistrer la Mona Lisa, faire une belle impression qui va vous coûter 150 $ dans une bonne imprimerie, la mettre dans un cadre, puis dire à tout le monde qui vient chez vous que c'est la Mona Lisa. Les gens vont peut-être être très impressionnés, quoique c'est impossible, mais vous n'avez pas un droit très important, c'est le droit de revente. Donc, le droit de revente vient seulement avec le certificat d'authenticité d'une œuvre d'art traditionnelle d'habitude. On s'entend, je ne peux pas aller, si je me présente chez Sotheby's, puis je leur dis, j'ai la Mona Lisa, voulez-vous m'aider à la vendre? Ils vont me regarder puis ils vont dire, ben, c'est impossible. Il faut un certificat qui atteste que c'est moi le propriétaire. Donc, c'est la même chose sur le marché des NFT. Le NFT consiste en une attestation. C'est la signature de l'artiste qui dit que moi, j'ai l'original et que je peux le revendre puisque c'est l'original. Donc, ça, c'est quelque chose qui était impossible avant. Avant, je pouvais mettre une œuvre sur Instagram, puis tout le monde pouvait la copier. Et comme on peut le faire en ce moment, je ne dis pas qu'on ne peut plus copier, mais au moins maintenant, on peut savoir laquelle est originale, laquelle de ces milliers de copies que tout le monde fait constamment est la bonne, puis laquelle a de la valeur. Donc, les NFT sont vraiment venus révolutionner ce concept-là de propriété et d'unicité qui n'existait pas avant. Donc, je continue. Quel est l'intérêt de tout ça? Comme je viens de le mentionner, on est habitué de voir des œuvres numériques qu'on en consomme à chaque jour, les œuvres d'art sur Instagram, par exemple, sur Pinterest, Tumblr, tout ça. Sur les films, les streamings, les photographies qu'on consomme, qu'on sauvegarde, les livres électroniques, toutes les Kindle, tout ça, c'est des œuvres numériques. La musique, ça fait longtemps qu'on en consomme. Mais, comme je l'ai mentionné, les NFT viennent vraiment sécuriser la vie de l'artiste en permettant de commercialiser au moins la version originale. Puisque ce n'était pas possible avant, ça change la vie des artistes complètement. Puis, pour résumer, avant les NFT, les fichiers numériques étaient des copies l'un de l'autre, mais maintenant, ce sont des fichiers uniques. Au moins, le NFT est un fichier unique. Avant, la vente d'œuvres dépendait des galeries, des maisons d'enchères, d'un agent. Maintenant, les artistes ont accès à un marché global instantanément. Donc, en quelques secondes, ils peuvent se créer un profil puis vendre à quelqu'un à l'autre bout du monde pour des millions de dollars. Bien entendu, ce n'est pas comme ça que ça se passe toujours, surtout que le marché s'en vient très saturé, mais c'est possible. On a plein d'artistes au Québec, à Montréal, qui ont commencé cette aventure-là puis qui ont vendu pour des centaines de milliers de dollars en l'espace de 1 an. Donc, c'est possible. Il faut juste bien s'intégrer au marché. Et puis, finalement, avant, les artistes dépendaient beaucoup de plateformes centralisées. Même pour vendre de l'art digital, il fallait accéder à une plateforme, puis il fallait être dépendant de cette plateforme-là pour pouvoir vendre. Maintenant, les artistes sont propriétaires de leur travail sur la plateforme, ils le mettent sur la plateforme, c'est encore à eux,
puis ils peuvent décider des conditions de vente comme ils le veulent. Et aussi, ils ont accès à un droit de suite, petit bonus que je vais parler plus tard. Alors, au niveau de l'art crypto, l'art digital, il y a énormément de places de marché, de marketplace, comme on l'appelle. Il y a une distinction à faire entre les marchés publics et les marchés privés. Puis il y a aussi les marchés exclusifs, je dirais. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais les marchés exclusifs, en fait, c'est un peu comme NBA Top Shot. C'est un marché où est-ce que tu peux seulement acheter un NFT de cette compagnie-là. Donc, CryptoKitties, par exemple. Tu peux seulement acheter des CryptoKitties sur le site de CryptoKitties. Tu peux seulement les vendre sur CryptoKitties. Donc, ça, c'est les marchés exclusifs. Mais souvent, ce n'est pas nécessairement de l'art digital fait par des artistes. Donc, c'est pour ça que je les garde à l'écart, mais je voulais seulement vous indiquer que ça existe aussi. Au niveau des marchés publics, c'est des marchés où est-ce que tout le monde peut vendre. Donc, n'importe qui, vous et moi, on pourrait aller ce soir se créer un compte sur OpenSea, Rarible ou Known Origin et vendre un NFT. Ça prend quelques secondes. Si vous avez une œuvre digitale à portée de main que vous avez créée vous-même, qui vous appartient, vous pouvez la mettre en vente ce soir. C'est très intuitif, c'est très facile. Ça ne prend pas de connaissances nécessairement en matière de contrat intelligent. Il ne faut pas faire tout ça nous-mêmes. Les plateformes sont très user-friendly. Donc, par contre, cette accessibilité-là vient avec beaucoup de risques et beaucoup d'effets négatifs. Par exemple, sur OpenSea, une grande majorité des œuvres sont des fraudes, sont des faux. C'est des gens qui vont juste prendre ça et essayer de les revendre puisque c'est tellement accessible. En fait, d'acheter une œuvre sur OpenSea ou Rarible ou Known Origin, c'est un peu comme aller acheter une œuvre dans un marché aux puces. C'est à nos risques et périls. On sait pas, on n'a pas de certitude que ça vient du bon artiste ou du bon endroit. Donc, il faut vraiment faire ces vérifications, il faut aller faire des recherches, essayer d'entrer en contact avec l'artiste pour être sûr que c'est lui. Vérifier s'il n'y a pas 2 comptes à son nom sur OpenSea, par exemple, si c'est un fraudeur qui a ouvert un nouveau compte. C'est toutes des vérifications qu'il faut faire. Mais c'est comme si j'allais dans un marché aux puces pour acheter une œuvre, je ferais mes vérifications, peut-être que je demanderais une expertise ou peu importe. Par contre, encore une fois, je dis ça avec un grain de sel puisque OpenSea est sur le point de devenir une plateforme déjà très populaire et beaucoup plus sécuritaire puisqu'il y a une très grande adoption des gros artistes. Donc avant, c'est un peu n'importe qui, mais maintenant, il y a beaucoup d'artistes qui commencent à joindre la plateforme, puis ça fait que ça légitimise un peu. Et il y a moins de place pour les fraudeurs puis les gens qui veulent faire le mal. Donc, puis bon, ça, c'est seulement 3 exemples, mais il y en a des dizaines et des dizaines. C'est les plus populaires, c'est celles que moi, je recommanderais si vous voulez commencer à collectionner ou vendre des NFT dans l'immédiat. Si vous n'êtes pas pressé, il y a aussi les marchés privés. Donc, un marché privé, c'est un marché où est-ce que, excusez, il faut une invitation ou il faut faire une entrevue. En fait, il y a quelqu'un qui contrôle la curation ou l'accès au marché. Par exemple, sur SuperRare, c'est la plateforme la plus exclusive en ce moment, où est-ce qu'il faut non seulement, je pense, il faut que tu envoies une vidéo de présentation pour te présenter, tu dois envoyer tout ton portfolio, tu vas avoir une entrevue téléphonique et par vidéo avec eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu une vérification de l'identité par l'éphémère. Donc, les responsables de SuperRare s'assurent que les artistes sont des vraies personnes qui ont vraiment le portfolio attaché à eux, c'est vraiment leurs œuvres, puis qui ne veulent pas frauder personne ou vendre des œuvres qui ne sont pas à eux. Donc, je dirais que pour des gens qui veulent commencer à collectionner puis qui ont peur, c'est le meilleur marché. Par contre, il y a des fraudes partout, c'est possible qu'il y en ait. Puis on n'est jamais certain de rien, donc il faut quand même faire attention toujours sur la chaîne de blocs. SuperRare, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont commencé une décentralisation, ce qui veut dire qu'ils ont enlevé le pouvoir aux employés, aux fondateurs, puis ils l'ont redonné aux collectionneurs et aux artistes.
Donc, chaque personne, ça s'est passé à l'automne 2021, chaque personne qui avait acheté sur la plateforme ou vendu a reçu des jetons qui s'appellent Rare en cadeau pour les remercier de leur participation sur la plateforme. Chaque jeton a non seulement une valeur monétaire, mais aussi une valeur utilitaire qui leur permet de voter dans chaque décision. Donc, depuis ce moment-là, chaque personne qui a des jetons, d'ailleurs, vous pouvez tous en acheter maintenant, mais au début, ils ont été donnés gratuitement à la communauté. Chaque personne peut maintenant voter sur les grandes décisions. Par exemple, ils ont commencé à accepter des galeries pour faire la curation à leur place. Donc, ces galeries-là peuvent inviter des gens sur la plateforme. Ce que ça fait, c'est que ça donne une meilleure accessibilité, puis c'est plus autant centralisé. Les décisions ne dépendent pas seulement de SuperRare puis du fondateur ou de la personne responsable de la curation, mais de toute la communauté. Donc, ça, c'est très intéressant à surveiller. SuperRare est une plateforme vraiment, je dirais, à l'avant-garde. Puis, voilà, si ça vous intéresse, c'est une bonne place pour commencer. Ensuite, on a Foundation, celle qui est à droite de SuperRare. Ça, c'est une plateforme qui, depuis le début, était beaucoup plus décentralisée. Donc, ça veut dire que chaque personne qui vendait un NFT ou qui en achetait un recevait 5 invitations. Donc, la curation, il n'y avait pas vraiment de curation, mais c'était plutôt la communauté qui décidait qui pouvait faire partie du marché. Ça reste privé dans ce sens-là, puisque tu ne peux pas seulement aller ce soir vendre un NFT. Il faut que tu connaisses quelqu'un qui est déjà là ou qui a déjà participé dans la communauté. Donc, c'est une façon intéressante de le faire, mais ça fait que c'est beaucoup plus risqué encore que SuperRare, puisqu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Et Maker's Place fonctionne aussi par invitation. Donc, pour appliquer tout ça au marché de l'art, l'art digital a été un des premiers cas d'utilisation des NFT et ça a créé vraiment une transformation, un renouveau du marché. Notamment, ça permet l'application des droits de suite. Les droits de suite, c'est un pourcentage qui est remis à l'artiste lors de chaque vente subséquente. C'est un droit qui a été créé par la Convention de Berne, qui est une convention internationale auquel certains pays peuvent appliquer ou adhérer s'ils le souhaitent. Malheureusement, le Canada n'a pas adhéré à cet article-là qui prévoit les droits de suite. On a aussi, la Chine non plus n'y a pas adhéré et les États-Unis non plus, sauf la Californie. Ce que ça fait, c'est que les artistes canadiens n'ont pas accès aux droits de suite, ce qui est très malheureux puisque quelqu'un peut se faire beaucoup d'argent sur le dos d'un artiste. Il y a des artistes québécois, par exemple, ou des artistes dans le Grand Nord qui ont fait des œuvres magnifiques, mais qui n'ont jamais fait une sou sur leur travail, puisqu'ils n'avaient pas accès à ces droits-là. Donc, c'est très dommage. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'avec la chaîne de blocs, c'est automatique. Donc, même si on est un artiste canadien, un artiste américain ou un artiste chinois, peu importe la juridiction dans laquelle on vit, on a accès aux droits de suite. Ils sont beaucoup plus faciles d'application également. Sur le marché de l'art traditionnel, il faut d'abord faire partie d'une société de gestion collective pour avoir accès aux droits de suite. Donc, il faut s'inscrire, il faut donner nos informations, il faut encore être vivant ou que quelqu'un le fasse pour nous. Puis, il faut être rejoignable par la société de gestion collective pour qu'ils nous remettent les fonds à chaque vente. Ce qui est encore plus complexe, c'est que ça s'applique seulement aux ventes publiques, donc les ventes en maison d'enchères, dans les galeries. Toutes les ventes qui vont se passer entre particuliers, c'est impossible de faire le suivi de ça. Donc, bien entendu, les droits de suite ne s'appliqueront pas là-dessus. Pourtant, c'est une grande partie des ventes sur le marché de l'art. Donc, encore une fois, très dommage. Et on voit qu'il y a vraiment un problème d'application. Avec la chaîne de blocs, on viendrait régler la majorité de ces problèmes-là, puisque le droit de suite est remis automatiquement à l'artiste, puisque son portefeuille, son adresse
est lié à l'œuvre. Donc, dès que l'œuvre change de main, le droit de titre est appliqué en l'espace de quelques secondes. L'artiste le reçoit en quelques secondes. Puis, ça s'applique également à toutes les juridictions, comme je vous l'ai mentionné. Donc, ça donne beaucoup plus d'indépendance aux artistes et ça les valorise. On sait tous que la profession d'artiste est mal vue puisque c'est très instable économiquement. Avec les NFT, on vient vraiment rajouter une protection. Puis, il y a beaucoup d'artistes que j'ai rencontrés à Montréal notamment qui, avant ça, faisaient beaucoup de travail pour des clients. Donc, ils dépendaient toujours de, premièrement, la conception d'une autre personne et non la leur. Puis, ils ne pouvaient jamais contrôler le résultat de leur travail, ni suivre leur propre style artistique. Mais aussi, ils dépendaient de ces contrats-là. Donc, ils ne savaient jamais s'ils allaient faire de l'argent, puis il fallait qu'ils se concentrent là-dessus. Donc, ça devient très difficile pour un artiste de vivre aujourd'hui. Mais les NFT viennent régler plusieurs de ces problèmes-là si on sait faire bon usage, bien entendu, de la technologie. Puis, je l'ai mentionné tout au long de la présentation, mais il y a vraiment une transformation du droit d'auteur qui est en train de se produire. C'est vraiment important de s'y attarder parce que ce qu'on connaît en ce moment comme étant le droit d'auteur ne sera peut-être plus jamais pareil. Donc, il faut être prêt à accepter ces différences-là puis à accepter ces changements-là, puisque ça va arriver très rapidement. Oups. Bon, je ne sais pas si je suis... Bon, il reste 12 minutes, donc je vais passer rapidement. Mais à la galerie 0x Society, et non OX, parce que 0x, c'est le début de chaque adresse Ethereum. Donc, si on veut acheter des Ethers ou acheter des NFT, par exemple, il va falloir probablement acheter des Ethers. Et puis, chaque adresse pour en acheter commence par 0x. Et voilà d'où vient notre inspiration pour ça. Malheureusement, c'est souvent interprété comme étant un O, mais on a espoir qu'un jour, tout le monde saura c'est quoi la chaîne de blocs Ethereum et pourra comprendre que c'est 0x. Donc, à la galerie, c'est un organisme à but non lucratif. Notre but est vraiment d'aider les artistes et de montrer à la communauté comment les NFT peuvent aider les artistes. Donc, le but n'est pas de vendre les œuvres que vous voyez ici, mais vraiment de les exposer au public, de montrer aux gens que ça peut avoir une valeur, que ça peut être intéressant aussi, l'art digital. Donc, on travaille vraiment fort à organiser des expositions thématiques. Alors, à chaque 2 mois, on choisit un thème, puis on contacte 12 artistes qui vont créer une œuvre spécialement pour nous, pour la galerie. Donc, ça, c'est notre modèle. On ne vend pas les œuvres, mais bien sûr, elles sont en vente. Jusqu'à aujourd'hui, on a fait plus d'1 million en vente, pas nous directement, mais les artistes. Donc, je crois que ça démontre que c'est quand même possible de réussir dans ce milieu-là, considérant qu'on a eu 12 artistes à chaque exposition, puis qu'on en a fait 4 jusqu'à date. Donc, vraiment, la visite se passe, les gens arrivent, on leur explique un peu c'est quoi les NFT, puis on leur offre également un tour guidé gratuit. Donc, ça permet vraiment de créer un pont entre la personne et les NFT. Parce que ça peut être très difficile d'approche. Souvent, il y a des gens même qui ne sont pas trop sûrs, mais au moins, on a une façon de connecter avec eux par l'art. C'était notamment une des raisons pour qu'on a décidé d'ouvrir la galerie, parce qu'on a remarqué, on a commencé à collectionner des NFT, puis on a remarqué que les gens autour de nous ne voyaient pas du tout la valeur, puis ils se moquaient de nous presque, parce que ce n'était pas encore connu, puis ce n'était pas aussi valorisé. Mais on a acheté un petit cadre digital qu'on a mis dans notre salon. Et là, les gens, soudainement, semblaient voir une valeur. Puis on a réalisé que les gens ont seulement besoin de quelque chose de tangible. C'est étrange puisque les NFT sont supposés être intangibles, mais on a décidé de venir rendre tout ça contradictoire et les présenter de façon tangible pour donner pour montrer la valeur aux gens. Donc, je vais passer rapidement, mais ça vous donne un petit exemple. On a aussi des casques d'écoute parce que ce qui est intéressant avec l'art digital, c'est que ça peut être multisensoriel. Donc, on n'a pas seulement des photos, mais on peut avoir des vidéos, il peut y avoir une bande sonore, etc. Puis, on a également des événements à chaque fois qu'on fait des lancements. Bon.
Il me reste 9 minutes pour parler des enjeux qui sont nombreux, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais m'attarder sur les plus importants. Je pense que c'est important de savoir que même si c'est en crypto-monnaie, que c'est sur la chaîne de blocs, il y a des taxes à payer. Il y a des impôts à payer. Ça ne soustrait pas l'application des taxes ou des impôts. Je ne suis pas comptable, mais je peux vous garantir qu'il y a des impôts à payer. Il faut consulter un comptable dès qu'on commence à acheter des NFT ou à en vendre. En bref, il va falloir payer les impôts à chaque fois qu'on fait un profit, puis c'est considéré comme un gain en capital. Mais bon, ça, c'est vraiment seulement ce que je sais, puis il faut contacter un comptable à tout moment, dès que vous commencez à vous intéresser à tout ça. Au niveau de la propriété intellectuelle, on en a beaucoup parlé. Un bon exemple serait l'affaire de Pulp Fiction, Quentin Tarantino, qui a essayé de vendre des NFT de la franchise de Pulp Fiction. Il a rencontré beaucoup de problèmes puisque Miramax, qui avait été responsable de créer les films, a dit non. Et puis, avec raison, puisque ce n'était pas prévu dans le contrat, donc il y a des problèmes à ce niveau-là. Comment on interprète à qui appartient la propriété des droits d'auteur, à qui appartiennent les droits d'auteur si les NFT n'existaient pas quand les œuvres ont été créées? Comment on n'avait jamais prévu ça en 1990, ça n'existait pas, on ne pouvait jamais imaginer. Donc, c'est un bon exemple. L'interprétation des contrats va être difficile dans les prochaines années, mais si on commence à partir de maintenant d'adapter les contrats pour le prévoir, ça peut nous sauver beaucoup de problèmes. Également, l'exécution des droits en cas de violation va être très difficile. Comme j'ai mentionné au début, on ne peut pas effacer un NFT. Donc, s'il y a une violation de droit d'auteur, comment je fais pour faire effacer le NFT à la personne qui a violé mes droits? C'est pratiquement impossible. C'est un problème qu'on a avec une de nos artistes en ce moment qui a malheureusement utilisé de la musique pour vendre son NFT. Puis la musique, elle a payé pour. C'était vraiment une licence qu'elle avait payée sur un site. Mais le site, c'est écrit en tout petit dans les termes et conditions que tu ne pouvais pas utiliser la musique pour des vidéos qui jouaient en boucle. Puis elle, son NFT, joue en boucle. Donc, elle a reçu une lettre de la plateforme qui dit ben, « Tu n'as pas le droit de vendre des NFT. On aimerait ça que tu supprimes tous les NFT. » Les NFT sont déjà vendus depuis plusieurs mois pour des milliers de dollars. Puis elle n'y a plus accès. Puis elle ne sait pas qui les a achetés parce que c'est anonyme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Il y a potentiellement, c'est quelque chose qu'on essaie de régler en ce moment, il y a potentiellement une possibilité d'aller changer les métadonnées, le lien, pour changer la musique. Mais là, on vient altérer une œuvre que quelqu'un a déjà achetée. Donc, il faut être capable de demander l'autorisation de ces personnes-là. Il faut les faire comprendre la situation. Déjà, il faut être capable de les contacter. Alors, c'est étourdissant, ça crée énormément de problèmes. Puis, il faut être prêt pour ça. Ça arrive à tous les jours qu'il y a des problèmes comme ça. Au niveau de la technologie, ben, comme j'ai mentionné, c'est immuable, on vient de le dire. Un autre des problèmes, je l'ai mentionné un peu au début avec CryptoPunks. Ils avaient créé une première version, ils se sont trompés, il y avait un problème, ils l'ont effacé. Ils ne l'ont pas vraiment effacé, ils l'ont brûlé, que ça s'appelle, ce qui signifie qu'on envoie le NFT dans un genre de cimetière pour les NFT. Donc, il va rester dans une adresse un peu vide qui est à personne pour être stocké là. On espère que personne n'y touche. Malheureusement, il y a des personnes qui ont réussi à accéder à ces NFT-là, puis ils les ont ramenés sur la chaîne de blocs active, sur OpenSea, sur toutes sortes de plateformes. Et là, ben, l'équipe de CryptoPunks n'était pas content parce que ça venait créer de la confusion. Tu avais deux personnes qui pouvaient avoir le même NFT en même temps, techniquement, la même œuvre. Donc, ils ont envoyé un avis à OpenSea, la plateforme où les versions 1 étaient, puis ont demandé de les effacer. Mais tous les gens qui possédaient les versions 1 ont commencé à se plaindre. Donc, ça crée beaucoup de confusion, beaucoup de litiges qui s'en viennent. Mais ça fait partie du fondement de la chaîne de blocs. Donc, soit on vit avec, soit on altère ces fondements-là.
c'est possible, mais qui a le contrôle? Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Peut-être, vu qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, au niveau de l'environnement, oui, je vous confirme que les NFT sont pas bons pour l'environnement. Ça reste qu'il faut mettre un bémol là-dessus. Le marché de l'art traditionnel aussi a des impacts sur l'environnement. La raison pourquoi les NFT sont mauvais pour l'environnement, c'est que la validation des transactions sur la chaîne de blocs utilise de l'énergie. Donc, il faut mettre le tout en perspective. Ce n'est pas en train de détruire la planète. C'est correct, on va s'en sortir. Mais effectivement, il y a des problèmes à régler à ce niveau-là. Il y a des alternatives aussi. Il y a plusieurs chaînes de blocs qui s'en viennent très populaires, qui n'ont aucun impact environnemental, comme par exemple Solana et Polygon. Il y a aussi, à la galerie, nous, je ne sais pas comment dire en français, mais on offset, on annule nos émissions de carbone de nos artistes. Donc, à chaque année, on annule 20 tonnes d'émissions de carbone, ce qui est beaucoup plus que ce qui est nécessaire. Exact. Donc, c'est une autre alternative. Il y a environ une semaine, le changement a débuté. Donc, d'ici l'été, on devrait avoir la version Ethereum 2.0 qui apparemment serait vraiment mieux pour l'environnement. Donc, Ethereum est conscient de ce problème-là depuis plusieurs années, mais là, l'urgence est présente. Puis, je pense que c'est pour ça que tout s'est déboulé, ça s'en vient. Donc, il y a plein de solutions. Il n'y a pas juste des problèmes. Chaque fois qu'il y a des nouvelles technologies, des nouvelles choses, les gens vont essayer de trouver les problèmes. Il y en a, mais il y a aussi des solutions. Puis peut-être pour finir, un autre enjeu très important, comme je vous ai mentionné, dans les métadonnées, on a seulement un lien qui dirige vers l'actif. Qu'est-ce qui arrive si ce lien-là ne fonctionne plus? Donc, ça aussi, c'est très étourdissant. Donc, dans 50 ans, est-ce que les liens vers les plateformes comme SuperRare, OpenSea, Rarible, que je vous ai mentionné tantôt, est-ce que ça va encore fonctionner? Ou bien est-ce qu'on va voir erreur 404, non accessible? Donc, à voir, à suivre, seulement le futur nous le dira. Mais effectivement, il y a des façons de se protéger contre ça. Par exemple, on peut stocker les liens dans un système qui s'appelle IPFS, Interplanetary File System, qui est décentralisé et qui permet justement de protéger leur survie des liens. Donc, bref, il y a plusieurs solutions. Je pense que c'est ça la conclusion. C'est un des domaines les plus dynamiques puis les plus innovateurs dans l'industrie de la chaîne de blocs. C'est créatif. C'est pour ça que je pense que ça a attiré beaucoup d'attention. Comme je l'ai mentionné, ça permet aux artistes de vivre de leur art puis de vivre tout simplement, de faire ce qu'ils aiment. Mais comme je vous l'ai mentionné tout au long de la présentation, il faut vraiment être prudent. Il ne faut rien prendre pour acquis. Il y a des fraudes à chaque jour. Puis, il faut vraiment faire attention. Voilà.